ce nouveau décor. J'espère que chacun a eu le temps de faire son petit 4 heures et on va pouvoir attaquer de force un décor pareil. Pourquoi ça peut étonner, mais on va parler aujourd'hui du club historique du mouvement français pour la qualité Bourgogne-Franche-Comté, un club qui est né en fin d'année 2004, qui n'a jamais désempli, qui aujourd'hui regroupe à peu près 170 auditeurs. Sur les 170, on doit en avoir à peu près 90, 99 qui sont actifs, parce qu'il y a toujours un peu de feignants quand même dans toutes les équipes où il y a des remplaçants sur les bancs de touche, mais une équipe relativement importante, une centaine d'entreprises, tous secteurs confondus. Et encore, je rappelle là la particularité du mouvement français pour la qualité Bourgogne-Franche-Comté, c'est que historiquement, nous savons nous parler auprès des entrepreneurs des services et des services publics. Donc nos auditeurs couvrent la totalité des secteurs économiques, couvrent quasiment la totalité des référentiels. Ils connaissent l'ISO par cœur, ils connaissent des normes dans tous les sens, voire même des normes qui ne s'appelleraient pas ISO. La diversité en fait la force. Et pour parler de ce club, eh bien, on a réussi à faire appel au légendaire, n'ayons pas peur des mots, du légendaire Yvon Mougin, qui est une figure emblématique de ce club. Moi, ça fait, je pense, à peu près une bonne quarantaine d'années que je le fréquente. À l'époque, moi, j'étais tout petit, lui, il était à peu près dans le même état. C'est un homme incroyable, terrible. Yvon, comment on fait pour rentrer dans ce club? Bon, bien, bonjour à toutes et à tous d'abord. Et puis, j'espère que vous avez reconnu Serge qui est sur la gauche, sur la photo derrière lui. Et moi, j'étais sur la droite, donc il y a quelques années quand même. Mais on ne change pas, ni Serge ni moi. Voilà. Donc, pour rentrer dans le club, ben, c'est simple. Il faut, en principe, il faut déjà avoir une formation d'auditeur, puisque le but du club, c'est pas de former des auditeurs, mais c'est de leur apporter, on va dire, quelques pratiques un peu nouvelles au cours d'une journée d'intégration. Voilà, et puis bien sûr, ben, il faut payer sa cotisation au MFQ Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, il y a deux petites conditions de rien du tout. Payer sa cotise et puis avoir déjà été formé. Alors la formation n'exige pas un certificat de formation, mais disons qu'il faut connaître un peu, on va dire, les bases de l'audit, les bases, parce que derrière, nous, on améliore ces bases de manière à les rendre beaucoup plus efficaces. Alors, Mais on voilà, peut en discuter. parlons des entreprises. Quel est l'intérêt? C'est vrai que je te reconnais bien en tant que croisé, maintenant que tu le dis. Toi, tu es le gros barbu et moi, je suis le jeune à côté. D'accord. Non, pour une entreprise, quel est l'intérêt de croiser des audits, tout bêtement? Ou déjà, en quoi ça consiste de croiser des audits? Commençons par le commencement. Voilà, ben c'est qu'on dit que les voyages forment la jeunesse. Moi, j'ai même ma grand-mère, je cite souvent ma grand-mère parce qu'elle adorait les proverbes. Donc, les voyages forment la jeunesse. Et c'est vrai que aller ailleurs, aller à l'aventure ailleurs, dans une autre entreprise pour pratiquer l'audit, ça permet de découvrir des autres mondes et puis de sortir un petit peu de son quotidien. Voilà, ça, je dirais, c'est un effet secondaire parce que le premier effet, c'est de donner un petit peu plus de vigueur aux audits internes. Quand on est alors, tout dépend effectivement de la taille de l'organisme qui fait appel. Au départ, comme tu le soulignais souvent, Serge, c'était une idée des petites structures. Quand on est une TPE avec 7, 8, 10 personnes, 12 personnes, en fait, l'auditeur ne peut pas être indépendant. Or, la notion d'indépendance, elle est fondamentale. C'est un des principes de l'audit interne. On ne peut pas auditer un secteur dans lequel on exerce des responsabilités. Donc, c'est vrai que dans une toute petite structure, cette notion d'indépendance, elle n'existe pas parce que je dirais, on est tous liés aux uns et aux autres, on se connaît. Et puis, ça semble être une pièce de théâtre parce que quand un auditeur va poser des questions à un autre, l'autre va y répondre, mais tu le sais très bien, tu bosses comme nous ici et tu connais aussi bien les réponses que nous. Donc, c'est pas la peine de venir nous déranger avec tes questions d'audit. Je sais que c'est une obligation pour ISO, mais ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, pour essayer de donner un petit peu plus un regain d'intérêt à cette pratique, il y a eu cette idée qui a été développée. Donc, comme tu le dis, ça ne nous rajeunit pas, mais il y a une vingtaine d'années, facile, de démarrer ce club d'audit croisé qui permettait effectivement de respecter ce principe d'indépendance et surtout d'apporter une certaine, comment dire, un peu plus d'acuité dans un petit peu plus de, je trouve pas le terme, mais un petit peu plus de curiosité. Voilà, c'est le mot que je cherchais.
dans le fait de poser des questions et de s'intéresser à une pratique. Euh, voilà, c'est ça. Et puis finalement, on s'est aperçu que ben, toutes les entreprises avaient la même mécanique, c'est-à-dire qu'on a commencé à s'inscrire en faux contre des croyances et disait on ne peut pas être un bon auditeur si on ne connaît pas le métier de l'entreprise. Comme on disait auparavant, ce qui est faux aussi, on ne peut pas être un bon responsable QSE si on ne connaît pas les métiers de l'entreprise, parce qu'il faut qu'on soit un technicien, ce qui est faux. Et du coup, petit à petit, on a démontré que les audits croisés, qui étaient faits par des auditeurs novices qui ne connaissaient rien au métier, étaient aussi efficaces, sinon voire plus efficaces, que quand on faisait partie, on va dire, du sérail ou quand on connaissait le métier de l'entreprise. D'ailleurs, oui, ce sont des croyances qui sont fausses, bien entendu, parce que déjà par principe, quand on s'en rend pas bien compte, mais quand on est auditeur interne, sa propre boutique, on va auditer des métiers qu'on ne connaît pas. Quand on audite un RH, enfin, moi personnellement, je ne suis pas RH. Quand je vais auditer un acheteur, un service achat ou un processus achat, je ne suis pas acheteur. Quand je vais auditer la prod, je ne connais pas forcément la production de mon secteur, même si je la connais un petit peu. Vous voyez, donc, en fait, le propre d'un audit, c'est de ne pas auditer des pratiques professionnelles, c'est de ne pas évaluer des pratiques professionnelles, parce qu'on part du principe que ces pratiques sont correctement réalisées, mais c'est d'évaluer le lien qui est entre des pratiques professionnelles et le client ou l'usager. Voilà, donc c'est ça en fait qui nous intéressait. En quoi une pratique professionnelle, en quoi une activité va apporter, va aider, va contribuer à répondre à une attente ou une exigence d'un client dans le cadre de la réglementation. Et en fait, ces deux éléments-là, satisfaire le client en respectant la réglementation, c'est l'objectif d'une certification, d'une norme ISO et d'une certification ISO. Alors, ce que tu es en train de nous dire, Yvon, c'est que un auditeur croisé ayant un regard extérieur fera un audit de meilleure qualité que le même auditeur s'il le faisait dans sa propre boutique, donc d'un auditeur interne, et du coup fera peut-être un meilleur audit qu'un auditeur tierce partie parce qu'il n'est pas sous contrat. Oui, déjà, alors, bon, euh, pour répondre à ta première question, effectivement, quand on n'est pas chez soi, on va déjà poser des questions pour lesquelles on ne connaît pas les réponses. Et comme je le dis souvent, un auditeur, c'est un poseur de questions. On n'a pas les réponses et ce n'est pas notre métier. On pose des questions. Et notre métier, c'est donc je dis c'est un métier, hein, réellement, c'est de poser des questions intelligentes, autant que faire se peut et en toute modestie. Mais quand on pose une question intelligente, en fait, l'idée, c'est pas d'expliquer aux gens qui ne travaillent pas bien, qu'il y a des écarts avec la norme. Ça, je dirais que je reviendrai à la deuxième partie de ta question. Ça, on va faire des audits de conformité. Il faut qu'on soit conforme. Je pense qu'on a dépassé un petit peu cette époque-là, mais on va poser des questions intelligentes de manière à faire prendre conscience aux audités qui peuvent travailler différemment et qui peuvent travailler de manière plus qualitative, plus efficiente. Et c'est la force de nos questions qui va faire cette prise de conscience. S'il y a prise de conscience, forcément, l'audité va de lui-même avoir la volonté de changer et donc d'améliorer. Si on lui fait remarquer qu'il travaille mal, qu'il a des écarts, eh bien, il ne va pas aimer et forcément, il ne va peut-être pas apporter la bonne réponse, la bonne amélioration. En tout cas, s'il le fait, il le fera parce qu'il se sent forcé. Alors, pour en revenir aux auditeurs tierces parties, effectivement, je dirais que moi qui commence à avoir un petit peu de bouteille, l'histoire de ces démarches qualité fait que tout au début, dans les années 90, quand les normes ISO sont apparues et qu'on avait l'obligation de faire de l'audit interne, c'était une exigence, enfin c'est encore une exigence, eh bien les entreprises ne savaient pas trop comment s'y prendre. Et donc on a copié, on va dire, les pratiques des auditeurs tierces parties. Les auditeurs tierces parties pratiquent l'audit de conformité. Et c'est normal, c'est leur métier, parce que leurs rapports doivent permettre de savoir si les pratiques, les dispositions qui sont mises en place dans un organisme sont conformes, répondent de manière conforme, satisfaisante aux exigences d'ISO. Ça, c'est leur métier et aujourd'hui encore, c'est toujours leur métier. Même si ça pose quelques problèmes de valeur ajoutée, mais c'est toujours leur métier. Nous, en interne, dans les premières années, quand on a copié ces pratiques, on avait les mêmes objectifs, c'est-à-dire que les entreprises recherchaient, mettaient en place une organisation qualité, donc qui répondait de manière satisfaisante aux exigences des référentiels, et nos audits internes étaient des audits de conformité, c'est-à-dire qu'il fallait que
le jour où l'auditeur tierce partie venait nous auditer, il ne trouve pas trop d'écart, le moins possible, et sinon aucun. Donc, au début, c'était deux pratiques qui étaient semblables. Et au fur et à mesure que les années passent et que les entreprises deviennent matures en termes de management de la qualité, le risque que l'auditeur tierce partie trouve un écart, il diminue, puisqu'on maîtrise bien notre organisation. Comme l'auditeur tierce partie vient tous les ans, il va trouver des remarques, ça va nous permettre d'améliorer un petit peu les choses qui dérivent gentiment, mais le risque qu'on ait un écart majeur, il est nul. Donc, du coup, en audit interne, il faut se concentrer sur d'autres objectifs. Pour ceux qui connaissent bien la norme ISO, il y en a deux. Quand je parle des objectifs d'audit interne, hein, non plus des objectifs de l'ISO, mais des objectifs qui sont montrés dans le paragraphe 9 relatif à l'audit interne. Première, alors c'est pas la première, je crois que c'est la deuxième d'ailleurs. Deuxième objectif, c'est de s'assurer de la conformité, effectivement, des dispositions en place par rapport au référentiel. Mais le premier objectif, c'est aussi s'assurer de la conformité des propres exigences de l'organisme, s'assurer de la conformité de l'organisation par rapport aux propres exigences de l'organisme. Donc, autant le second objectif était important dans les premières années, autant le premier objectif, celui des propres exigences, je ne sais pas si je suis très clair, devient plus important. Puisque, je répète, le risque qu'on soit en écart avec l'ISO, il est faible, mais le risque qu'on soit en écart avec ses propres exigences, il devient important. Je voudrais citer un tout petit exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et c'est ce qui fait que très souvent, les directions générales n'ont pas beaucoup d'intérêt pour les rapports d'audit parce qu'effectivement, il n'y a rien à signaler, quoi. Tout va bien, il n'y a pas beaucoup d'écart, ou alors c'est des bricoles, et forcément des bricoles, ben, ça n'intéresse pas vos directions générales qui ont d'autres soucis en tête. Qu'un document XC25, il manque une signature et qu'il ne soit pas au bon indice, ils s'en tapent complètement, ou elles s'en tapent complètement. En revanche, et cette histoire que je voulais vous raconter rapidement, cette petite anecdote, c'est on parlait justement en présence d'un directeur général d'une entreprise de 300-400 personnes à peu près, du contenu des rapports internes. Et pourquoi vous ne lisez pas, enfin, il les lisait, les rapports, mais il disait, les gars, enfin, c'était son mot, hein, dans vos rapports, vous êtes à côté de la plaque. Voilà ce qu'il a dit. Ça veut dire que vous faites des rapports qui sont à côté de nos préoccupations. Dans cette entreprise, il y avait un problème, mais résiduel, récurrent, qui était un problème de variabilité des caractéristiques du produit. C'était une production en continu et on n'arrive pas à maîtriser effectivement de temps en temps, ça déconnait, il y avait plein de non-conformités, je ne savais pas pourquoi. Et il dit, moi j'aimerais bien que vos rapports d'audit m'apportent des solutions ou me disent, est-ce qu'on travaille sur ce problème? Est-ce qu'on cherche correctement? Donc, ce n'est pas l'auditeur qui va apporter la solution, mais lui peut regarder si les dispositions en place permettent de répondre aux propres exigences qui sont, en tout cas en l'occurrence, une exigence de non-variabilité du process. Eh bien, on va demander aux auditeurs de poser les bonnes questions. Hein. Qu'avez-vous fait comment analysez-vous les variations du processus? Quels sont les outils que vous utilisez pour faire ces analyses? Quelles solutions avez-vous mis en place? Quelles réflexions avez-vous eues par rapport à ce problème? Et là, j'imagine que si un rapport d'audit fait état de tout ce qui est fait, ça va intéresser le patron, c'est son problème. Comme un autre patron pourra avoir un souci d'efficience, par exemple, en disant bon, on a du mal, on a des marges qui sont réduites, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter ces marges, ou un problème d'agilité. On n'arrive pas à être réactif, ou on est moins réactif que les concurrents. Est-ce que nos dispositions en place permettent d'être réactifs? Est-ce que les dispositions en place permettent d'être efficients? L'efficience, l'agilité, c'est nos propres exigences et nos propres soucis. Donc l'idée, c'était, et c'est un petit peu ça qu'on va aborder aussi dans les mois qui viennent, dans les audits internes, c'est se détacher. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, hein, mais c'est détacher un peu de ces audits de conformité qui collent trop aux normes, ou forcément, pour des entreprises qui sont matures, je répète, qui ont déjà des systèmes depuis quelques années, il n'y a plus d'intérêt. Les rapports, c'est zéro valeur ajoutée. RAS, tout va bien, on va passer une journée dans une entreprise pour dire que tout va bien, on le savait. D'accord. Bien sûr, les rapports d'audit sont gratuits, mais quand même. Ouais. Ils vont, alors du coup, parce que tu mets la barre relativement haute, parce que on se dit, mais finalement,
les gens qui pratiquent l'audit aujourd'hui sont des gens qui finalement ne savent pas trop poser des questions. Mais alors, comment on apprend à poser des questions et c'est quoi les bonnes questions dans un audit? Alors, sincèrement, alors, en toute modestie, hein, parce que je crois on a pour nous l'expérience de notre club et des autres clubs qu'on a aidés, avec lesquels on a collaboré pour mettre en place ces techniques d'audit. On s'est très tôt détaché de la notion de conformité pour travailler sur la notion de performance. Un auditeur, c'est pas quelqu'un, c'est pas l'ennemi de l'audité, c'est son alter ego. Il va l'aider. Un audité, un manager, une personne, son souci, même s'il n'en a pas tout à fait confiance, enfin, je ne parle pas pour les managers, c'est d'améliorer les performances de son organisation, d'être dans une dynamique d'amélioration. Donc nous autres auditeurs, on va contribuer à ça. Et on va y contribuer effectivement par nos questions. Donc les questions, et ça vient aussi des faux. C'est un peu terrible parce que la plupart des formations d'auditeurs, c'est pour ça qu'on fait notre journée d'intégration, la plupart des formations d'auditeurs fonctionnent encore sur des pratiques d'il y a 30 ans. Alors que le management, c'est différent. La qualité a évolué. Entre les normes 87 et les normes 2015, c'est deux mondes différents. Et les pratiques d'audit sont toujours les mêmes. Assurez-vous que la conformité que la procédure X est appliquée. On s'en fout. Et en plus, c'est pas bienveillant comme approche. Quand vous faites un rapport d'audit avec un écart, et là, on se bagarre en permanence sur ce détail-là, qui n'est pas un détail, qui est un élément important, on se bagarre en permanence sur le fait qu'il faut avoir des rapports d'audit bienveillants, qui se détachent de ces notions d'écart mineur ou majeur, de non-conformité. Quand, dans un rapport d'audit, on affiche 5 non-conformités ou 5 écarts, qu'est-ce que ça veut dire? Le message que vous faites passer dans le rapport, vous avez beau dire tous les discours que vous voulez, on est dans le même bateau, on est là pour vous aider, le message que vous faites passer avec un rapport comme ça, c'est que l'audité, il est incompétent. Et plus il y a d'écart, plus il est réputé incompétent. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas les règles, il ne connaît pas les critères d'audit qui sont en vigueur dans son département, dans son service, et c'est pour ça qu'il y a des écarts. Ou alors, s'il n'est Donc, pas incompétent, il est négligent parce qu'il les connaît, mais il s'en fout. donc Donc, le message qu'on fait passer, c'est un message négatif. si je Et, résume, et, et si je résume oui, en gros ce que tu dis, c'est un auditeur est non sachant, tu nous l'as dit, un auditeur est forcément bienveillant. Est-ce oui. que le jeu qui a été créé par le MFQ il y a maintenant une dizaine d'années, qui est utilisé dans beaucoup de formations en France, qui est Panique à maison de retraite, est-ce que ce type d'approche de jouer avec un serious game pour pratiquer l'audit répond à un petit peu cette transformation des pratiques pour aller vers l'acceptation d'être non sachant sur le métier de l'autre et de pratiquer, de s'exercer à la bienveillance? Oh, Serge, tu poses des bonnes questions. Effectivement, bon, Merci Yvon. non, C'est mais très... c'est vrai qu'on a voulu montrer aussi depuis des années que l'audit interne, c'est un vrai métier, c'est-à-dire avec des savoirs, et pas forcément des savoirs normatifs, ça, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, mais des savoirs questionnés. Hein, quand tu parlais des questions, je n'ai pas répondu à ta question précédente. Mais effectivement, notre métier, c'est des techniques de questionnement, savoir poser des questions ouvertes, ne pas juger, voilà, et des questions de curiosité. Donc ça, c'est quelque chose. Donc ça, c'est du savoir. Il y a aussi le savoir-faire et le savoir-être. Et c'est vrai que le comportement, une attitude bienveillante, montrer qu'on n'est pas l'ennemi de l'audité, malgré tous nos discours, c'est important que nos attitudes, nos comportements soient en phase avec nos discours. Eh bien, ce jeu, le Serious Game Panique à la maison de retraite, permet justement de toucher du doigt l'importance de ces comportements. Hein, quand on joue ensemble, maintenant on joue un peu les audités, donc on joue les rôles des audités, on se marre parce que quand on voit des auditeurs qui viennent, qui vous disent pas bonjour, moi j'ai un bêtisier que je devrais partager un de ces quatre, où je me marre chaque fois que je l'ouvre. Hein, vous croyez que ça l'intéresse, votre travail là? Ou alors on dit pas merci. Voilà, c'est des questions essentiellement de comportement. Donc, il ne s'agit pas de connaître par cœur les normes, il s'agit aussi de savoir poser des questions. Donc, le jeu, effectivement, non, mais tu as raison, Serge, moi, je suis un fanatique du jeu déjà. C'est une bonne manière, en complément, effectivement, de cette sensibilisation, on va dire, à la bienveillance, donc de poser des questions ouvertes, de ne pas utiliser des vocabulaires négatifs. La journée qu'on pratique au sein des clubs, Panique à la maison de retraite permet effectivement de
prendre conscience de l'importance des comportements positifs, voilà, d'émettre des ondes positives. Donc j'en profite quand même pour faire un tout petit peu de promotion. Sachez que si vous avez envie d'aller plus loin, il existe un ouvrage, mais alors formidable, qui s'appelle Le Petit Guide impertinent à l'usage des auditeurs internes, coécrit par Yvon Mougin, Je l'ai lu, Serge, il est magnifique, il est super. Ah, moi, coécrit j'adore. par Serge Guillemin et Mathias Robert. Donc ce livre, soit vous le téléchargez gratuitement sur le site du MFQ Bourgogne-Franche-Comté, soit vous nous faites plaisir et puis vous investissez 10 balles pour acheter la version imprimée qu'on vous enverra avec un petit mot d'amour dedans. Et puis, on parlait de Panique à la maison de retraite. Panique à la maison de retraite est de plus en plus utilisé dans le cadre de formation professionnelle et de plus en plus utilisé dans le cadre de l'enseignement universitaire. Et avec Yvon, on a commis un petit ouvrage qui s'appelle Le guide ultime de l'animateur de Panique à maison de retraite, qui en gros fait état de la dizaine d'années d'expérience d'Yvon et de moi-même sur comment on anime ce jeu quand on est tout seul face à une classe, quand on est tout seul face à des étudiants, quand on est tout seul face à des personnes qui viennent en formation professionnelle. Donc c'est la même chose, là vous allez sur le site du MFQ, vous sortez 10 balles de votre poche et vous nous faites plaisir en vous offrant cet ouvrage. Allez, tiens, ceux que j'ai dans la main, si vous voulez, on les mettra en jeu dans le petit quiz qu'on va faire dans quelques minutes. Mais voilà, tout notre savoir contenu dans ces quelques pages, très très bien écrites, si vous l'achetez, je vous promets, on vous le dédicace avec Yvon. Yvon, une petite anecdote avant de passer à la phase ludique de notre entretien. Non, j'ai rien qui vient en tête pour l'instant. Pourtant, c'est pas les aventures qui nous ont manqué dans nos exercices, dans nos pratiques d'audit. Il faudrait que je retrouve j'aurais dû imprimer mon petit bêtisier pour vous parler de quelques fleurs des pratiques d'audit, des débutants. Oh, pas forcément des débutants. Non, bah écoutez, j'ai pas d'idée d'anecdote D'accord. sur les audits pour l'instant. Simplement, alors Je suis désolé. peut-être une information, enfin deux informations. La première, vous avez compris tout l'intérêt de pratiquer l'audit croisé parce que c'est une démarche no business, il n'y a pas d'échange d'argent, hein, il suffit d'être adhérent à une entreprise et puis d'accepter de recevoir des auditeurs dans son entreprise et de mettre ses propres auditeurs à disposition d'autres entreprises, ce qui pour un patron ne change rien. Je veux dire, qu'un auditeur fasse un audit chez lui ou qu'il le fasse ailleurs, son temps de travail il va être rigoureusement le même, sauf que Yvon vous l'a bien expliqué, on gagne énormément en qualité sur le rapport qui va être produit. Donc la porte est ouverte. On pratique de temps en temps, pour ceux qui ne croient pas, le one-shot, c'est-à-dire qu'on peut vous offrir, même si vous n'êtes pas adhérent, un audit croisé dans votre structure, parce que ça nous intéresse toujours d'aller dans des structures qu'on ne connaît pas, et on trouve toujours beaucoup d'auditeurs qui sont intéressés par cela. Donc vous pouvez faire un galop d'essai. Et puis l'effet réseau n'est pas négligeable non plus, parce que tous les 2 ans, tout un groupe de clubs à travers la France qui se sont structurés en réseau, un peu à l'initiative de la Bourgogne-Franche-Comté, tous les 2 ans organisent ce que l'on appelle les universités de l'audit, qui pendant 2 jours, c'est un moment où on va remouliner nos outils, qu'on va échanger sur nos pratiques. C'est comme ça qu'on a fait il y a quelques années des audits avec robots interposés. C'est comme ça qu'on a, bien avant la crise du Covid, organisé des audits en dématérialisé. Donc ces moments d'échange à travers tous les clubs de France et de Belgique et de Suisse est toujours un moment extrêmement riche au niveau de la confection de la boîte à outils, mais c'est un petit peu la même logique qu'on vous a raconté depuis le début de la journée sur l'ensemble des clubs qui vivent au sein du mouvement français de la qualité, c'est-à-dire voilà, on crée des outils, on les partage, on les améliore ensemble de manière à ce que globalement le niveau de connaissance augmente pour chacun d'entre nous. Redonne-moi un petit peu la parole, Serge, s'il te plaît. Oui, 30 Voilà, secondes. merci. Merci. Oui, rapidement, ce n'est pas une anecdote, mais je voudrais insister sur le fait que l'intérêt collatéral de faire des audits croisés, c'est aussi de découvrir des nouveaux métiers. Je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais dire tout le bien que je pense de ça. Personnellement, j'ai appris des milliers de choses en allant me promener, en allant auditer d'autres entreprises, découvrir des métiers, découvrir des bonnes pratiques. D'ailleurs, ça fait partie de l'intérêt de ces métiers. Et je me souviens, par exemple, dans une petite entreprise, d'avoir découvert avec stupéfaction qu'ils faisaient des revues de processus tous les jours. Parce que tous les jours, ils devaient ajuster
Et voilà, moi, j'imagine pas. Alors, quand on pense dans les entreprises, ça râle quand on fait une revue de processus tous les 3 mois parce que c'est gênant. Et chez eux, ils en faisaient une tous les jours de 10 minutes. Extraordinaire. Voilà. Merci Yvon pour cet éclairage. Et on va passer à la séquence jeu. Alors comme je vous ai dit, vous allez gagner, on va vous offrir. Alors, le petit guide impertinent à l'usage des auditeurs internes auquel on va ajouter le guide ultime de l'animateur de Panique à la maison de retraite. Et puis parce qu'on ne recule devant aucun sacrifice, on vous offre un livre qui vient tout juste aux sorties des rotatives d'AFNOR, les intra-entrepreneurs, le réveil de la force de l'entreprise. Donc tout ça à la première personne qui saura nous dire quels sont les 2 principes fondamentaux des auditeurs croisés. Un petit SMS au 07 73 61 34 50. On attend vos messages. À vous de jouer. Nous commençons à avoir quelques réponses, mais allez, un petit effort, parce que c'est pas encore totalement les bonnes réponses que vous avez envoyées. Vu la qualité des lots, on va quand même pas couper le lot en 2 pour une demi-réponse. Allez, forcez-vous un peu les méninges. Je rappelle quels sont les 2 principes des auditeurs croisés. Yvon a dû le répéter 10 fois et je l'ai dû On le a répéter. cité un seul. Non, on les a dit tous les 2. Ah bon? Bien, parce que nous allons avoir une table ronde qui va commencer dans quelques minutes. On va accepter la réponse la plus proche parmi celles qu'on a reçues. Camille, as-tu réussi à joindre la personne? Allô? Oui, bonjour. Alors, vous venez de répondre à la question du quiz. Bonjour, alors qui êtes-vous? C'est Laetitia. Laetitia. Bonjour Laetitia. Alors, vous pouvez nous répondre du coup, la question c'était quels sont les 2 principes des auditeurs internes? J'ai répondu curiosité et bienveillance. Alors, curiosité et bienveillance, c'est juste. C'est pas tout à fait ce que j'attendais, parce que j'attendais quand même le fait d'être non-sachant et bienveillant. Non-sachant. Yvon, il l'a répété 150 fois quand même. Ah ouais. Mais on ne peut pas Mais ça refuser fonctionne curiosité quand même. oui. Ça Ah fonctionne. oui, c'est pas un défaut. Ah, c'est pas un défaut. Donc, Non. Laetitia, vous restez en ligne, que Camille puisse prendre vos coordonnées postaux, que l'on puisse vous remettre ce magnifique lot, en espérant vous voir bientôt au sein de notre club des auditeurs croisés. Merci Laetitia, à bientôt. Merci. Au revoir. Eh bien, dans quelques minutes, le temps de nous laisser le temps de changer le décor et de laisser rentrer nos invités. Le moment phare de la journée, une table ronde où nous accueillerons Fabien Malray, président de Qualité Service Public Lorraine, et Michael Albaladejo, président d'AFQP Grand Est ou MFQ Alsace, et moi-même sur la présidence du Mouvement français pour la qualité Bourgogne-Franche-Comté, qu'on vous parle un petit peu de qu'est-ce qu'on va vous proposer en termes de partenariat dans les mois qui viennent. On se retrouve dans une poignée de minutes.